pour votre présence à cette session. Et on est très heureux d'avoir, on en parlait rapidement en introduction, Renaud Vedel, donc coordinateur de la stratégie nationale pour l'IA avec nous à cette session. Merci beaucoup Renaud. Pour ma part, je suis Gilles Ducrest, en charge de l'industrie 4.0 chez Microsoft. Et on est aujourd'hui sur cette session avec Jean-François Dessault, président d'Inacentrix, et Laurence Étinzois, formateur de l'Inacentrix. Et nous allons vous présenter une formation que nous avons créée pour les opérateurs d'usines, afin de les préparer à l'IA. On est en ce moment dans un moment un peu particulier, avec le Covid qui a un impact majeur sur les activités manufacturières. Donc je ne rentre surtout pas dans le détail de tout ça, mais ces activités sont impactées à travers le monde. Et ce qu'on constate déjà, c'est que le rôle du numérique a une importance réelle sur la capacité à maintenir ou à reprendre les activités autour de quelques piliers principaux comme le travail à distance, la supply chain, l'agilité de production et l'accélération et la robustesse des processus. Et le fait que le numérique a un rôle important, c'est aussi quelque chose avec l'industrie 4.0 qu'on commence à voir avec des impacts majeurs. Ici, c'est un extrait du World Economic Forum, le rapport qui a été émis en janvier 2020 et qui montre en illustration de certains opérateurs industriels les gains de production qu'ils sont capables d'avoir avec leur implémentation de l'industrie 4.0. Donc, vous voyez des gains de production de 30-38%, des réductions de coûts de déchets de 50%, de l'accélération de produits de 41%, des coûts d'inventaire de 35%, etc. Donc, le message important là, c'est de voir que ce numérique a un rôle important à jouer et qu'il est en train d'accélérer. Mais finalement, quels sont les effets sur le rôle des opérateurs dans cette industrie 4.0. Et je vais prendre quelques exemples pour vous montrer ce qui est en train de se dessiner. Le premier exemple, c'est Bühler, qui est un industriel de l'alimentaire. Il a construit une machine qui trie les grains de maïs grâce à l'IA. Il s'agit de retirer les grains de maïs qui ont des toxines dangereuses pour la santé. Et les opérateurs avant, vous le voyez en haut à gauche, faisaient en fait de l'échantillonnage des grains de maïs et triaient les sacs qui étaient contaminés ou pas contaminés. Et ils sont maintenant devenus, et vous le voyez au milieu, en bas, finalement des opérateurs d'intelligence artificielle, et leur responsabilité, c'est la calibration en fait de l'IA dans la machine. Donc vous voyez un changement réel du rôle et donc des compétences à mettre en œuvre. Deuxième exemple, Martin Lee, qui est un réparateur autoglace, qui lui a construit par lui-même une petite application sans code et qui lui permet de s'assurer qu'il a le matériel nécessaire avant une intervention. Donc avant d'intervenir sur site, il vérifie qu'en fonction du type de la machine, de la voiture qu'il va devoir réparer, il possède, ou il sait à l'entrepôt, trouver les pièces qu'il a besoin d'emmener avec lui. Autre exemple, Unilever, la personne à gauche sur la photo est chef de ligne chez Unilever. Et elle utilise la reconnaissance d'image pour comprendre la qualité de sa chaîne de production. Elle a simplifié le processus de ses opérateurs. Et elle est capable de contrôler en temps réel donc la qualité de ce qui est produit sur sa ligne. Et ça lui permet d'avoir en temps réel des actions pour modifier les paramètres. C'est des barres de savon qu'elle produit au Brésil. Et donc, ça montre encore une fois que les processus métiers sont en train de changer grâce à l'arrivée de ces technologies et de l'intelligence artificielle. Dernier exemple, Tetra Pak, qui ont mis en place l'utilisation d'experts à distance pour leurs services clients. Ça permet soit à leurs clients, soit à des opérateurs plus juniors d'être conseillés à distance. Donc ici, à travers des lunettes de réalité augmentée dans lesquelles on voit ce que l'opérateur est en train de faire à distance et on peut le conseiller en inscrivant en surimpression sur ce que l'opérateur voit, les instructions à opérer. Et donc, en résumé, on rentre vraiment avec la data et l'IA dans un nouveau paradigme qui, beaucoup le reconnaissent, ouvre la voie à une nouvelle ère industrielle. On parle de la 4e révolution industrielle
qui repose sur deux composantes majeures. Le fait qu'on rentre dans des cycles d'innovation constante, constamment des nouvelles idées peuvent être mises en œuvre. Et la deuxième composante majeure, c'est le fait que les outils d'aide à la décision liés à l'accessibilité de la data fait que tout le monde peut en avoir accès. Donc on est dans une véritable démocratisation de ces outils, on peut les mettre entre les mains de tout le monde. Et donc, cette évolution majeure de l'IA amène des évolutions de processus métiers. Mais qui dit changement de processus dit changement humain. Et qui dit changement humain dit aussi changement de rôle et changement d'outils. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il est impératif d'arriver à anticiper ces changements humains pour l'industrie 4.0 avec trois enjeux majeurs qui sont la montée en compétences, la formation pour un accès à des nouveaux emplois, parce que des nouveaux emplois vont se créer par rapport à ces nouvelles technologies et vont être en tension. Et puis aussi de l'attractivité pour les nouveaux employés et la compétitivité de l'entreprise. C'est-à-dire les entreprises qui mettent en place ces nouvelles technologies et ces nouveaux moyens de travail vont bien évidemment être plus attractives et plus compétitives que leurs pairs. Et donc l'enjeu par rapport à tout ça, c'est de faire en sorte que nos opérateurs soient prêts et soient acteurs de l'usine du futur. Et c'est la raison pour laquelle on a construit cette formation. Je vais passer la main à Jean-François pour vous expliquer le contenu de la formation. Oui, bonjour à tous. Donc en fait, le pôle formation de Dynacentrix forme à peu près depuis 4 ans plutôt des managers et des ingénieurs en formation courte à l'IA. Donc des concepts comme le machine learning, le deep learning, mais aussi tous les nouveaux outils dits big data. Donc on est certifié Microsoft Gold Analytics. Et nous sommes opérateurs de formation courte pour Microsoft. Nous formons aussi à l'amélioration des processus. Donc ça, c'est quelque chose que on ne dit pas, enfin qu'on ne met pas toujours en avant, c'est que l'IA change les processus et donc nous sommes aussi certifiés en Lean Six Sigma par l'organisme international qui est IASCC. Donc nous sommes convaincus qu'il faut dès maintenant former à tous les niveaux à l'IA pour entrer de plein pied dans la 4e révolution industrielle. Il faut en comprendre les limites et les dangers. Tous les jours, nous utilisons l'intelligence artificielle à travers les smartphones, la télé connectée et j'en passe. Donc l'IA aujourd'hui, je dirais qu'elle nous aide des tâches simples. Et dans le monde industriel, nous aide pour des tâches répétitives qui n'ont pas ou peu de valeur, tout en faisant en sorte de faire des économies aux entreprises. Donc, l'IA nous aide à économiser, à rationaliser. Donc, ça veut dire moins de consommation de matières premières, par exemple. Ça veut dire moins de consommation électrique, ce qui est bon pour la planète. Donc, notre atelier Diagdata AI, donc c'est un diagnostic qui se fait en 12 jours, vous permet et nous permet de trouver le bon projet IA à mettre en œuvre dans votre entreprise et surtout de calculer le ROI avant de le démarrer. Il y a trop de sociétés aujourd'hui qui démarrent de l'AI sans savoir dans quelle direction aller et donc de ce fait, ils ne trouvent pas de projet à mettre en production. Aujourd'hui, malheureusement, il y a 70% des projets qui avortent parce que pour une mauvaise définition du projet dès le départ. Donc, le Diagdata, c'est vraiment très important de le mettre en œuvre avant de faire son projet d'intelligence artificielle. Donc, pour revenir à la formation, je dirais qu'il ne nous faut pas que des ingénieurs ou des experts. Il nous faut aussi former des techniciens, des ouvriers formés à interagir avec des robots dotés d'IA et de répondre à la demande de ces nouveaux jobs. Je vous invite d'ailleurs à visionner l'entretien d'ouverture d'Exploria de Laurence Lafont et de Renaud Vedel, comme on l'a dit, coordinateur de la stratégie nationale de l'IA, qui synthétise bien les enjeux. Donc, concernant donc, la formation, le cahier des charges du collectif Impact AI était assez simple. Donc, c'était de pouvoir développer une formation, on va dire, initiation à l'intelligence artificielle, donc à la destination des techniciens et potentiellement des ouvriers supérieurs ou qualifiés. Donc, c'est de l'acculturation à la base, plus quand même une initiation avec des ateliers d'intelligence artificielle et surtout comprendre tous ces concepts nouveaux qui sont l'industrie des objets,
l'industrie du futur, qu'est-ce que c'est que l'industrie 4.0 et pourquoi ces concepts sont importants dans l'avenir et que ce ne sont pas des gadgets ou des options, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en œuvre si on ne veut pas que la France soit en retard et que donc le tissu industriel soit en retard. Donc, on souhaitait aussi que le parcours de compétences soit reconnu par l'État et donc que cette formation soit certifiante. Donc, en fait, le fait d'être certifiant vous amenait à pouvoir être éligible au CPF. Et comme vous savez, le gouvernement a mis en place donc une application qui s'appelle Mon compte formation, dans lequel vous allez retrouver uniquement les formations certifiantes reconnues par l'État. On vous invite à aller regarder cette application ou ce site web. Donc, au niveau des prérequis, on a considéré qu'il ne fallait pas avoir de prérequis pour pouvoir avoir le plus grand nombre dans ces formations-là. Et donc, un opérateur de formation qui est reconnu en IA, en machine learning, et qui sache aussi parler de méthodologie. Et donc, Dynacentrix s'est proposé d'être l'opérateur de cette formation. Slide, s'il te plaît. Donc voilà, donc la formation est en cours d'enregistrement au répertoire spécifique par France Compétences. Donc en gros, on vous l'a expliqué juste avant, donc c'est contribuer à la transformation de l'entreprise vers l'industrie 4.0 et s'initier à tous ces nouveaux postes que va demander l'usine du futur. Faire évoluer ses compétences, mais surtout des compétences pragmatiques évidemment, pas simplement conceptuelles. Et donc, tout ça pour améliorer l'efficacité globale de l'entreprise. Comprendre l'intérêt et la mise en place de la maintenance prédictive. À titre d'exemple, on a fait un Diag Data dans une grosse usine pharmaceutique à Évreux. Et donc, le Diag Data, le projet, a défini que, en fait, il pouvait économiser 15 millions d'euros par an, notamment sur de la matière première, qui coûte assez cher, et donc évidemment aussi sur les machines. Et donc ça, 15 millions d'euros, c'est vite rentabilisé si vous mettez en place une solution de machine learning. On va vouloir aussi initier les techniciens à des méthodologies type Lean Six Sigma, donc le DMIC, c'est de l'amélioration continue des processus, et faire comprendre aux gens que avoir des bons process, c'est très bien, mais il faut les améliorer en continu. Le travail n'est jamais terminé, il y a toujours moyen de s'améliorer, et donc il faut qu'ils rentrent eux aussi dans ce principe que leur job doit évoluer et de toute façon évoluera de facto beaucoup plus rapidement que ce qui se passe actuellement. Voilà. Et donc après, savoir utiliser des outils, on va dire, d'analytics, alors pas pour les développer évidemment, mais pour les utiliser et comprendre pourquoi on va dans un futur proche leur demander de faire du reporting plus serré, plus précis, sur notamment des problématiques qu'il pourrait y avoir sur la supply chain. Voilà. Alors après, pour ceux qui seraient intéressés, évidemment, on serait capable de leur proposer d'apprendre du code, mais ça, c'est en option. Alors, au niveau de la pédagogie, en gros, c'est 2/3 du temps, on va le passer en travaux pratiques. Hein, donc, ce qu'on veut, c'est que ça soit une pédagogie active, donc des mises en situation ludique. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si l'entreprise veut travailler sur des cas concrets à elle, donc on va dire une formation avec des TP sur mesure et des données sur mesure, évidemment c'est possible, mais ça demandera de la préparation du côté Dynacentrix pour préparer, et avec le client d'ailleurs, pour préparer ces TP. Donc, en fait, comme vous voyez sur le slide, c'est du concret, il faut que ça soit rythmé. Donc, on va présenter des vidéos, on va présenter des travaux et des exercices personnels ou collectifs. Mais chacun apprend à son rythme et chacun doit renforcer son autonomie.
puisque de toute façon, à la fin, donc, il y a une certification, donc il y a quand même un jugement à la fin. Et donc, les participants vont synthétiser au fur et à mesure de la formation et mémoriser les acquis. Donc, la formation qu'on a prévue donc, dure 6 jours. Donc, c'est 3 modules de 2 jours. Alors, en fait, l'expérience montre que les sociétés préfèrent donc découper la formation, parce qu'en fait, ça permet de continuer la production. Et donc, il est important aussi de s'assurer que l'entreprise continue à travailler malgré qu'il y ait des techniciens en formation. Donc, le premier module, en fait, c'est de l'acculturation, on va dire. Et donc, on va apprendre tous les mots-clés et toutes les définitions de ces mots-clés. Donc, c'est quoi l'industrial IoT, c'est quoi l'industrie 4.0, etc. Donc, dans le module 2, on va pareil, faire de l'acculturation sur ce qu'on appelle le DMIC, donc bien définir son projet, le mesurer, l'analyser, comprendre pourquoi il faut faire tout ça, innover et contrôler aussi, une fois que le process est mis en place, c'est contrôler et améliorer en continu ce processus et être force de proposition, puisque même le management n'est pas toujours 100% focalisé sur sa supply chain. Donc après, le module 3, ça va être les fondamentaux en analyse prédictive. Donc là, on va faire 3 ateliers principaux. Donc c'est de la reconnaissance visuelle assistée par ordinateur. C'est de la reconnaissance automatique avec des outils Microsoft, donc comme Custom Vision. Donc c'est des solutions d'aide à la décision pour les opérateurs. Et puis Connect Factory, toujours un produit de Microsoft, pour comment sélectionner les bonnes datas pour faire un bon reporting. Parce qu'encore une fois, même un opérateur maintenant va être obligé de faire du reporting. Donc la certification, désolé, j'ai une livraison. La certification, c'est donc un oral d'environ une demi-heure et on va vérifier 7 blocs de compétences, hein, puisque aujourd'hui France Compétences résonne comme tel. Et donc les blocs de compétences qu'on a mis en œuvre, c'est donc être capable d'identifier des cas d'application en intelligence artificielle dans son entreprise, être capable de détecter et de qualifier des sources de données, entraîner une IA, donc ça avec du no-code. Et donc Laurence Etinzois, juste après, va vous faire une démonstration. Identifier des défauts, et s'il y a des défauts, réentraîner l'IA pour qu'il y en ait moins. Avoir une vision d'ensemble de la méthode des MIC, donc le Lean Six Sigma. Et puis être capable de démarrer un projet d'amélioration de processus en identifiant des leviers principaux et à l'aide d'analyses simples. Voilà. Donc je passe la parole à Laurent qui va faire une présentation d'un atelier. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Laurent Setinsoy et je vais vous présenter un peu à quoi ressemble la formation. Alors on peut penser que l'IA c'est réservé encore à une élite, qu'il faut être mathématicien chevronné ou master, PhD, etc. Mais la vérité c'est qu'en fait l'IA est en train de se démocratiser et notamment via des outils qui rendent la chose de plus en plus simple à utiliser. Et donc je vais vous montrer, je vais tâcher de vous convaincre qu'en fait, tout le monde peut au moins avoir une base commune ou un socle minimum de connaissances en IA pour comprendre comment ça marche, utiliser des outils qui sont basés sur l'IA sans forcément les coder, et comprendre les enjeux et les problématiques qui sont associés à ça. Donc je vais vous proposer de faire une intervention en 2 temps. Je vais déjà vous faire une petite introduction à l'IA aux nos techniciens. Et une fois que je vous ai raconté ça en 10 minutes environ, je vais vous montrer un petit atelier qu'on peut proposer aux stagiaires qui leur permettent d'utiliser et d'entraîner une IA sans coder. Alors la grande question, c'est qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Alors j'aime bien souvent commencer en disant l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le terme technique exact qui fait que l'intelligence artificielle a percé de nos jours, c'est le machine learning.
Alors, qu'est-ce que c'est le machine learning, etc. Avant de commencer là-dedans, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est un algorithme. Alors, supposons que vous vouliez expliquer à votre enfant de 5 ans, ou votre grand-mère, ou grande-tante qui s'y connaît rien en informatique, qu'est-ce que c'est un algorithme? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Si vous voulez, vous pouvez répondre dans le chat une idée. Vous pouvez juste répondre dans votre tête. C'est interactif. Je vous laisse juste 5 secondes pour réfléchir. Voilà. Vous voulez expliquer ce que c'est un algorithme à un enfant ou quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. L'image est bien sûr une indication. Vous pouvez tout à fait leur dire qu'un algorithme, c'est une recette de cuisine. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est une recette de cuisine? C'est une suite d'instructions qui a pour but un résultat donné. Donc, par exemple, vous voulez faire une tarte au citron meringuée, vous allez prendre les ingrédients, puis après vous allez les mélanger, puis allez vous faire cuire, et à la fin, vous avez suivi toutes les étapes de la recette, vous avez une tarte au citron meringuée. Alors, un algorithme, c'est pareil, c'est une suite d'instructions. Malheureusement, ça ne nous donne pas une tarte au citron meringuée. Ça va, en général, être envoyé à un ordinateur qui va faire les étapes pour faire généralement un calcul. Et donc, par exemple, on va pouvoir demander à un ordinateur de nous calculer le prix TTC en fonction du prix hors taxe et de la TVA, ou de nous afficher quelque chose à l'écran, parce que c'est quelque chose qui est aussi un calcul. Et malheureusement, les ordinateurs sont encore un peu trop stupides pour que l'on puisse leur donner des instructions comme le fait un enfant, c'est-à-dire qu'on va devoir traduire les instructions qu'on a dans un langage que l'ordinateur comprend, et en général, on utilise du coup un langage de programmation. Donc là, vous voyez un écran, et là, il y a du code. Ah non, horreur, non. C'est juste ce code-là, c'est ce qu'on appelle un langage qui s'appelle le Python, et qui est la traduction de ce que vous voyez ici, de l'algorithme calcul du prix TTC en fonction du prix hors taxe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la première ligne? Ça veut dire que pour calculer le prix TTC, je vais avoir besoin du prix hors taxe et de la TVA. Ensuite, je vais calculer le prix TTC en multipliant la TVA, en multipliant le prix hors taxe par 1 plus la TVA, et du coup, j'ai mon prix TTC. Et donc là, on voyait un problème simple. Vous voyez bien mon écran, en fait, parce que je suis parti, mais je n'ai pas vérifié. Oui, tout se passe bien, merci. Tout bien. Et donc, du coup, là, on a un problème simple dont on connaissait les règles. C'est-à-dire, on a pu concevoir les règles qu'il fallait pour calculer le prix TTC en fonction du prix hors taxe. Mais il existe plein de problèmes où, en fait, ces règles-là, elles ne sont pas si explicites ou si on ne les connaît pas si bien que ça. Prenons un exemple. Imaginez maintenant que je vous demande de faire quelque chose de plus compliqué, c'est-à-dire de faire un logiciel qui, quand on lui donne une image d'une tumeur, va devoir définir si elle est cancéreuse ou si elle est bénigne. Et alors là, vous pourriez dire, ah oui, mais là, on a l'impression que les tumeurs bénignes, elles sont un peu plus violettes ou un peu plus élongées, etc. Mais vous voyez, on n'a pas de règle qui permet de définir ce qui est vraiment une tumeur cancéreuse ou une tumeur bénigne. Même un médecin vous pourra donner plein de règles, mais certaines peut-être pourront se contredire et ce sera toujours très compliqué. Donc on n'a pas une recette simple, on n'a pas d'algorithme qui permette de nous dire simplement cette tumeur est bénigne ou cancéreuse. Surtout qu'il faut que je vous rappelle que pour un ordinateur, les images que je vous ai montrées, ce sont juste des tableaux de nombres. Donc là, c'est encore plus dur parce qu'il faudrait se dire, ok, est-ce que dans ces tableaux de nombres, je vois une tumeur cancéreuse ou une tumeur maligne? Et l'idée de l'intelligence artificielle et du machine learning, c'est de se dire, on ne va pas essayer de définir nous-mêmes les règles pour résoudre un problème, on va essayer d'apprendre à résoudre le problème à partir d'exemples, un peu comme un enfant qui apprend à distinguer un chat et un chien. Par exemple, quand on est enfant, un enfant va pointer du doigt un chat et va dire chien, et quelqu'un va le corriger en disant non, ça c'est un chat. Puis à force de faire des essais et des erreurs, ils vont être capables de distinguer les deux concepts. Alors je vous propose un petit jeu qui va vous permettre de vraiment illustrer ce problème. Donc là pareil, vous avez le droit de répondre par chat. Donc je vais vous poser des questions à chaque fois, je vais vous proposer des images, et je vais vous dire, cette image-là, c'est soit une image de hamster, soit une image de octodon. Et vous allez devoir à chaque fois me dire ce que vous pensez être la vérité, même si vous ne savez pas, vous pouvez déjà répondre. Donc là, par exemple, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est une image de hamster ou est-ce que vous pensez que c'est une image d'octodon? Je vous laisse 5 secondes pour répondre et je passe à la suite. Donc je ne regarde pas dans le chat, mais vous pouvez mettre la réponse dans le chat, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est une image de hamster. Même question, est-ce que vous pensez que ça, c'est une image de hamster ou c'est une image d'octodon? 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est une image d'octodon. Même question. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une image de hamster. Donc là, vous voyez, vous pouvez peut-être commencer à comprendre ce qui permet de distinguer un hamster d'un octodon. Donc on va continuer, on va vérifier. Est-ce que ça, c'est un hamster ou un octodon? 1, 2, 3, 4, 5. Alors non, raté, c'est un hamster. Dernière question, est-ce que ça, vous considérez que c'est une image de hamster ou de l'octodon? 1, 2, 3, 4, 5. C'est un octodon. Donc là, normalement, petit à petit, vous avez pu affiner votre perception de ce qu'était un hamster. À force de faire des essais et des erreurs,
bah, vous avez pu peut-être comprendre que maintenant, quand il y a une queue, vous allez voir, vous dites, ah, ça ressemble plutôt à un octodon. Donc les octodons, si on regarde, les 2 fois où j'ai dit c'était un octodon, ils avaient une longue queue, alors que les hamsters n'en avaient pas. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez de faire du machine learning vous-même, et là, vous venez faire le machine learning assez efficace, parce qu'en juste 5-6 images, vous êtes capable de distinguer ces 2 concepts. Et bien, quand on fait du machine learning à un programme, c'est pareil, on va lui envoyer des images, on va lui demander de faire des prédictions et le corriger quand il a faux ou il a juste. Donc par exemple, dans le cas des tumeurs, on va par exemple lui proposer de lui envoyer des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes, et il va devoir faire des prédictions, et à force, il va être capable de les distinguer. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est le machine learning? C'est de l'apprentissage à partir d'exemples, donc c'est de l'induction. Et donc qui dit apprentissage à partir d'exemples dit bah, qu'on a besoin de données. Et c'est pour ça que collecter la donnée, savoir la gérer et la traiter, c'est très important pour les entreprises. Et que si vous n'avez pas de données, vous ne pourrez pas faire d'intelligence artificielle. Et tout à l'heure, j'ai dit, l'intelligence artificielle, c'est principalement du machine learning. Donc, il y a plusieurs branches dans l'intelligence artificielle. C'est un domaine très, très vaste qui date des années 50. Et dedans, il y a donc, du coup, ce qu'on appelle le machine learning, qui est cette fameuse approche où on apprend à résoudre des problèmes à partir d'exemples, qui est une sous-branche de l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas la seule. Néanmoins, depuis quelques années, c'est le machine learning qui a connu des progrès spectaculaires qui fait que maintenant, tout le monde parle d'IA. Donc, en fait, quand les gens parlent d'IA, en fait, implicitement, ils parlent de machine learning. Très bien. Donc, il me reste combien de temps en demi? Je vais continuer 5 minutes. Donc, si vous voulez faire du machine learning, vous avez besoin de données. Donc, il faut comprendre le cycle de vie des données. Qu'est-ce que c'est une donnée? Ce sont juste des informations qu'on renseigne sur un phénomène physique. Alors, d'où elles viennent, les données? Déjà, elles sont créées, par exemple, de capteurs, de téléphones, d'applications Internet. Et ensuite, une fois qu'elles sont créées ou collectées, il faut bien les stocker. Une fois qu'on les a stockées, on peut les utiliser, éventuellement les archiver et les détruire. Et alors, quel type de données il existe? Il existe les images, il existe le son, on peut faire du machine learning et de l'IA sur le son, on peut faire des machine learning sur des séries temporelles, c'est-à-dire des informations qui évoluent dans le temps, comme la température, la pression, etc. etc. Ou stocker des données tabulaires, comme on retrouve dans les Excel, par exemple. Et donc, en général, on aime bien stocker toutes ces données-là dans des bases de données. Donc, il existe des logiciels spéciaux pour stocker des données, qu'on appelle des bases de données, et sur lesquelles on peut faire des requêtes. Par exemple, avec un autre langage de programmation, on peut dire à un logiciel de base de données, récupère-moi tous les clients, par exemple, qui ont plus de 50 ans. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais les données, en général, elles sont stockées sur des serveurs, et il y avait 2 choix, historiquement. Est-ce que les serveurs sont stockés dans les entreprises, ou est-ce qu'elles sont stockées chez un prestataire de service? Et de nos jours, de la grande mode, c'est le cloud, donc on va faire appel à un prestataire de service pour utiliser son infrastructure et mettre les données dessus. La quantité de données augmente drastiquement avec le temps depuis ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup plus de sources de données disponibles, et donc ça pose la question de comment on les traite automatiquement, on peut plus se permettre de les traiter manuellement. Alors maintenant, la grande question, c'est, une fois qu'on a stocké nos données, comment on les valorise? Et donc on peut les valoriser avec des tableaux de bord ou des visualisations de données. Donc on peut par exemple proposer des belles visualisations de données sous forme de cartes pour facilement voir un phénomène. Il y a des outils comme par exemple Power BI qui permettent de faire des tableaux de bord facilement sans avoir à coder, etc., etc. Et bien sûr, une fois qu'on a valorisé nos données, on va dire avec des tableaux de bord ou des statistiques, c'est-à-dire qu'on a décrit un phénomène ou synthétisé un phénomène, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut faire plus que ça? Et la réponse c'est oui, on peut faire plus que ça grâce à l'intelligence artificielle. Donc dans le machine learning, il y a plusieurs types de machine learning, le supervisé, le non supervisé ou l'apprentissage par renforcement. Et là, je ne vais pas bien sûr vous dérouler toute la présentation, mais voilà, l'idée c'est de se dire, voilà, on donne un premier aperçu ludique pour des personnes non techniques à ce que c'est l'IA, en donnant beaucoup de cas d'exemples. Donc par exemple, là j'ai pris l'exemple des tumeurs, mais je peux aussi, donc à terme, d'autres exemples sont donnés sur, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec la vision par ordinateur. Et donc voilà, de nos jours, avec la vision par ordinateur, on peut voir facilement que on peut faire de la reconnaissance d'objets dans des vidéos ou dans des images en temps réel. Et donc là, on a une IA qui a été entraînée à détecter des objets dans un film. Donc c'est James Bond. Donc on se dit, ouais, bon, c'est bien gentil James Bond, mais est-ce qu'on ne peut pas faire des choses un peu plus intéressantes? Donc par exemple, on peut faire des choses dans l'agriculture, ou dire, par exemple, on va épandre des produits dont on a besoin dans un champ uniquement là où il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'on va détecter les mauvaises herbes ou les maladies et on va ne traiter que les zones qui sont à problème. Et dans l'industrie, ça peut être aussi l'occasion de se dire, j'ai une chaîne de production, ma chaîne de production va produire des objets, je vais détecter en temps réel les objets qui ont des défauts,
et je vais pouvoir remonter sur un tableau de bord les objets défectueux pour pas éviter de les envoyer à mes clients. Donc voilà, ça c'est par exemple une des premières présentations que les stagiaires de la formation auront, et ils auront un panorama de ce que permet de faire l'intelligence artificielle. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas vous toute la faire. Et je vais vous proposer de vous montrer un des premiers ateliers qu'ils auront pour justement les sensibiliser à comment marche l'IA. Alors peut-être, est-ce que vous avez une ou deux questions avant que j'enchaîne directement sur l'atelier ou pas? Hop, voyons voir. Est-ce qu'il y a une question ou deux? Non, on regarde pour toi, c'est bon, Laurent, tu peux y aller. Très bien. Alors, donc comme je disais, de nos jours, maintenant, il existe des outils très faciles d'utilisation où on n'a pas besoin de coder pour entraîner facilement une IA. Donc l'un d'entre eux, qui s'appelle Custom Vision et qui est développé par Microsoft, permet d'entraîner des IA pour faire de la classification d'images ou de la détection d'objets. Et je vais vous montrer. Donc l'idée, c'est que les stagiaires auront par exemple un atelier à faire sur ce sujet. Et l'exercice, ça sera choisir des images d'un concept A et d'un concept B. Par exemple, choisir des images qui sont des chiens et des images qui sont des chiens et des chats, pardon, et entraîner une IA à distinguer ces deux concepts. Alors ce premier exercice va être intéressant parce qu'il va vous leur permettre de collecter des données depuis Internet, de devoir faire l'étape de labellisation qui est souvent importante, d'entraîner l'IA, donc là ça se fera juste de cliquer sur le bouton Train, et après on pourra tester l'IA et pouvoir voir si l'IA marche toujours, si elles ont des limites, etc. etc. Parce qu'un des buts de cette formation, c'est aussi de leur faire comprendre que l'IA, ça peut être certes intéressant, un puissant outil, mais ce n'est pas quelque chose d'infaillible, et qu'il faut avoir du recul sur ce que nous donne une IA pour savoir si elle a besoin d'être réentraînée, etc., etc. Donc voilà, là c'est l'exercice, moi je suis stagiaire, je dis ok, je veux classer des images de chats et de chiens. Donc je suis sur l'interface qui a été fournie, et donc je vais d'abord ajouter les données dans l'outil. Donc pour cela, je vais dans Pictures, et je peux aller par exemple sur uploader 5 images de chiens que j'aurais téléchargées sur Internet, par exemple. Alors, j'ai pas tout mis, je recommence. Hop, voilà. Donc, on dit qu'on a bien ces images, et là, je vais lui dire, je vais étiqueter ces images, et dire que ça, c'est une image de chien. Donc, je mets doc. Donc là, le système va les télécharger. On attend un petit peu. Et une fois qu'il a fait ça, comme on lui a dit que c'était des images de chiens, il le met dans une catégorie. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de notion d'IA. Donc maintenant que j'ai ajouté des images de chiens, je vais pouvoir ajouter des images de chats. Et je les ajoute. Et voilà, on a des petits chats bien mignons. Et là, je dis que c'est un cat. Alors, hop. Ok. Alors normalement, si ça n'a pas changé, désormais, je peux entraîner mon IA. Donc là, il y a mon IA qui est en train de faire les fameux jeux du hamster et de l'octodon tout seul. Parce que je lui ai dit pour chaque... En fait, j'ai dit que pour chaque image, grâce aux étiquettes, il peut faire le fameux jeu tout seul. Et on attend, là, c'est en train d'être entraîné. Alors, voilà. Donc là, j'ai pris un cas un peu facile. Le modèle dit, j'ai 100% de réussite sur mes données d'entraînement. Je suis capable, donc j'ai 100% je suis super bien, je suis bon. Alors là, la question, c'est de se dire, oui, bon, mais avec l'IA, c'est bien le tout de savoir répondre aux questions qu'on a déjà données, mais est-ce qu'on est capable de généraliser de nouveaux exemples? Donc là, si je veux, je vais m'amuser à prendre une autre image qu'il n'a jamais vue. Donc par exemple, je vais aller sur Internet et je vais aller chercher par exemple cat, et on va aller là-dedans. Je récupère une image de chat, une image qui n'a pas été utilisée pendant l'entraînement. Et on va voir, par exemple, s'il est capable de me donner, sauvegarde, copier l'URL. Voyons voir ici. Je lui mets l'URL de l'image. Est-ce qu'il est capable maintenant de me dire si c'est bien un chat ou pas? Donc là, il me dit, je pense que c'est un chat, en effet. Et donc, le modèle a bien marché. Et donc, la suite de l'exercice consiste à dire, on va voir s'il y a des limites, etc. Donc là, par exemple, si on veut, on peut s'amuser. Alors, est-ce qu'une IA est quelque chose d'universel? Parce que des fois, ça peut aussi susciter des fantasmes. Donc, un des aspects, c'est aussi de dire, c'est intéressant comme outil, c'est puissant, mais on est très loin de Skynet. Parce que, par exemple, je vais y arriver, j'ai un petit problème. Si je retourne sur Bing. Hop. Tac, tac. Non.
Alors, le truc un peu. Ah non. Maintenant, imaginez que je mets donc cette IA elle est entraînée si je mets une image d'avion. Alors, est-ce que le livre est capable de dire bah non, c'est machin machin, ou est-ce que c'est quelque chose que je connais pas? Alors, ben, on va voir que il faut être capable de prendre du recul sur les prédictions que nous donnent les IA, parce que des fois, elles peuvent se tromper, notamment si elles sont mal. Alors, je vais peut-être y arriver, désolé, l'ordinateur a quelques lenteurs. Et, hop là. Et une fois qu'il a compris, que le stagiaire a compris les limites de l'IA, il a vu comment utiliser lui-même une IA, ça permet de comprendre concrètement qu'est-ce que c'est, et ça permet du coup de commencer à initier une réflexion en disant, ben voilà, je sais entraîner une IA simple de classification, est-ce qu'il n'y aurait pas des endroits dans l'entreprise, ou dans mon industrie, ou dans mon usine, où ce serait intéressant de pouvoir classifier des images? Ou de la même manière, est-ce que ce ne serait pas intéressant de savoir dans mon usine, de pouvoir détecter des objets? Et après, on va pouvoir initier une réflexion avec les stagiaires pour dire, bon ben voilà, maintenant je sais un peu comment c'est une IA, où est-ce que je pourrais l'utiliser? Je pense que je vais du coup m'arrêter là pour la démo et on va pouvoir prendre des questions si vous le souhaitez. Merci Laurent. Peut-être en complément avant les questions, là, Laurent vous a montré un exemple sur des chats, mais bien évidemment, les exemples qu'on prendra dans les formations dans l'industrie seront propres à l'industrie. Donc par exemple, on peut imaginer prendre des images d'écrous ou de boulons, écrous et boulons, et voir qu'on arrive à distinguer les écrous des boulons, ou voir prendre des photos de produits créés sur une chaîne de production et avoir des produits défectueux ou des produits valides. Et dans ce cas-là, amener les étudiants, les apprenants à comprendre comment le modèle peut même fonctionner avec les propres photos de leurs produits. Et donc, vous voyez que cette formation, en fait, on l'a voulu très accessible, on l'a voulu très concrète, et on a voulu pouvoir se donner les moyens de l'adapter à ce que vivaient les opérateurs dans une industrie. Et donc, au final, c'est une formation qui est autour de 3 sujets. C'est l'importance de la donnée. Donc, l'opérateur sera clé pour que la donnée qui remonte dans le système soit des données de qualité. Et donc, quelque part, son rôle sera aussi autour de responsable de qualité de la donnée. Ça fait partie des évolutions des rôles. Deuxièmement, comprendre ce que c'est que l'IA, ses limites, et démystifier ce que c'est que l'IA. Ça n'est que, dans ce type de cas, apprendre un modèle comme peut l'apprendre un enfant sur la distinction d'objets. Et puis 3, ce qui sera entre les mains des opérateurs ensuite, ce sont finalement des outils d'aide à la décision. Mais ça ne sont que des outils d'aide à la décision, c'est-à-dire que les modèles d'IA ayant leurs limites, responsabilité doit être gardée à l'opérateur pour, fort de ces outils, suivant des interfaces diverses et variées, qu'il ait à prendre les décisions, à implémenter dans lui son rôle au quotidien. Voilà. Est-ce que, effectivement, vous avez des questions complémentaires par rapport à ce qu'on a pu vous présenter aujourd'hui ? Alors, je vais poser les quelques premières, si vous voulez. Jean-François, quand est-ce qu'est disponible la formation ? La formation, en fait, elle est disponible dès maintenant. En tout cas, en présentiel, on va dire à partir de septembre. Donc, si on veut démarrer avec des entreprises, c'est maintenant qu'il faut commencer à discuter pour pouvoir commencer en septembre. Merci. Pour démarrer, comment procéder ? Alors, en fait, nous, très souvent, en fait, on fait une conf call avec la RH et puis le demandeur de la formation, éventuellement avec son équipe, pour se mettre d'accord en fait sur les modalités de déploiement, le nombre de personnes, parce que ça peut être 10 personnes comme ça peut être 200 personnes. Une formation de 200 personnes, ça ne s'organise pas de la même façon qu'une formation de 10 personnes. Donc ça dépend aussi de la société, évidemment. On va s'adresser à une PME, mais aussi à un grand groupe type Alstom. Merci. Et peut-être dernière question, on mentionnait qu'il n'y avait pas de nécessité de prérequis. Est-ce qu'effectivement c'est une formation ouverte à tous les opérateurs, ouvriers ou techniciens ? A priori, oui. On a fait en sorte que ça soit vraiment ludique et facile d'accès. Donc normalement, il n'y a pas de prérequis. Bon, évidemment, pour celui qui va être vraiment autonome,
on va dire que un CAP minimum, c'est vraiment, je pense, le minimum qu'il faut avoir. Voilà. Donc, on ne parle pas de bac ou de BTS. Évidemment, ceux qui ont un bac et un BTS auront beaucoup plus de facilité, mais quelqu'un qui aura fait un CAP, normalement, doit être capable de pouvoir suivre cette formation. Parfait, merci. Est-ce que d'autres questions dans l'Assemblée? Non. Ben, écoutez, merci beaucoup. Alors, il y en a une dans le chat. Il y en a une dans le chat. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à faire face à des opérateurs qui seraient réticents au développement de l'IA au sein d'une usine? Ben, moi, mon point de vue là-dessus, et je te laisserai compléter Jean-François, c'est que l'IA va de toute manière arriver, et la data arrive dans les usines. Donc, c'est plutôt comment est-ce qu'on accompagne ce mouvement, et si ces opérateurs sont réticents, pourquoi ils le sont, et qu'est-ce qui et dans quelle mesure ils sont réticents, et est-ce que les outils qui sont proposés par l'IA leur offrent au contraire des moyens de faire leur travail avec sans doute moins de pénibilité. Après, aussi, le but de la formation, c'est justement de leur faire comprendre ce que c'est. Et une fois que les fantasmes sont éclaircis, ben, on comprend mieux à quoi ça ce que ça permet de faire, et on peut être moins réticent, puisque si ça permet d'améliorer la qualité de vie de son travail, on peut comprendre que c'est un outil comme un autre, d'une certaine manière. Et moi, je répondrais en fait tout simplement pour dire qu'en fait, je pense que c'est tout le monde, c'est pas certain, ça va être tout le monde qui vont être réticents à faire une formation. Donc déjà, peu importe la formation, ce qu'il faut, c'est que justement le module 1 a été développé pour justement attiser leur curiosité et tout doucement les faire rentrer dans ce processus qui est donc la formation et l'intelligence artificielle. Donc, on l'a montré là avec des photos, donc pas du tout avec des chiffres ou des mathématiques. Donc, on a une autre question qui est autour de quels sont les secteurs de l'industrie qui vous semblent les plus avancés dans la formation de leurs salariés? Et à votre connaissance, des premiers cursus de formation ont-ils été intégrés à certaines formations professionnelles initiales au niveau ouvrier qualifié ou technicien? Donc, sur la première partie de la question, sur les secteurs qui sont les plus avancés dans la formation de leurs salariés, eh bien, on voit commencer à émerger effectivement des sociétés un peu précurseurs sur le domaine. J'ai en tête, par exemple, SNCF en France, qui ont même monté une école à l'intérieur de la SNCF autour de ces sujets-là et qui offrent à leurs employés de venir participer à cette école. Et ils ont à date formé plus de 300 personnes. Donc c'est quelque chose qui marche très bien et les gens en sont extrêmement ravis. Et ils ont plein d'utilisations de ces technologies au quotidien, par exemple sur des outils de traduction automatique à la réception des wagons de fret, par exemple, qui proviennent de Pologne et qui transitent vers l'Espagne. Il y a souvent des problèmes de traduction avec les conducteurs. Et aujourd'hui, ils le traitent par ce type d'outils et apparemment, ça a énormément apaisé les relations. J'ai en tête ce secteur-là. Les secteurs de l'aéronautique aussi sont en train, ou étaient, parce qu'ils sont malheureusement extrêmement touchés en ce moment, étaient en train de déployer ce type de technologie de manière assez massive, en particulier pour tout ce qui est réalité augmentée, parce que l'exécution des gestes en production doivent être très précis et la réalité augmentée les aide beaucoup. Et puis, dernier élément, dans la crise du Covid, on a vu beaucoup d'utilisation justement de l'assistance à distance à travers ces lunettes de réalité augmentée parce que ça permet de ne pas avoir à envoyer un technicien sur place. Et donc on voit que ce type d'outil commence là déjà maintenant à être réellement démocratisé. Ouais, de mon côté, dans les salles de formation, on a quand même aussi beaucoup de pharmaceutiques, on va dire, du Sanofi, du LFB, de l'Aspen Pharma. Donc, on a beaucoup de pharmaceutiques. On a l'automotive avec donc la voiture connectée et maintenant, j'ai appris par Plasticomium que toutes les pièces automobiles vont être entre guillemets IoTisées.
Et c'est-à-dire qu'en fait, le constructeur va pouvoir définir d'où vient la pièce, et si cette pièce-là a une problématique, avant même la panne. Et donc pouvoir prévenir le concessionnaire qu'il faut appeler son client pour lui faire revenir son véhicule. Donc, il travaille sur des modèles comme ça. Miele, par exemple, le constructeur de lave-vaisselle aux États-Unis, a complètement changé son business model avec l'IoT et aujourd'hui, ils vendent des lavages. Par exemple, si on prend le lave-vaisselle, eh bien, en fait, vous n'achetez plus votre machine de lave-vaisselle, vous ne la louez pas, hein, vous payez au service rendu, c'est-à-dire vous payez au lavage. Et ils vous vendent même maintenant la lessive, ce qui est un add-on par rapport à leur business model d'avant. Ce service est testé en ce moment aux États-Unis. Et donc, sur la deuxième composante de la question, des cursus de formation déjà intégrés à certaines formations professionnelles, à ma connaissance, non. Et de l'analyse qu'on en avait faite dans le cadre de l'impact IA pour savoir justement si on pouvait faire partie de ces processus et contribuer à aider sur ces formations-là, on s'est rendu compte que ça n'existait pas. C'est ce qui nous a amené à la créer de toutes pièces avec Jean-François. C'est ça. Et donc, en fait, nous, par ailleurs, donc Lafayette Associés, là, qui nous aide, qui est dans le collectif Impact IA, en fait, nous sommes en train de travailler à mettre en place une formation courte, on va dire 17 à 20 jours, donc ingénieur IA et développeur IA, qui sont donc les nouvelles nomenclatures de France Compétences dans ce domaine. Voilà, ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Il ne reste plus qu'à vous remercier chaleureusement de nous avoir donné un petit peu de votre temps. Et on reste bien évidemment à votre disposition si vous pensez intéressant de faire connaître cette formation à qui vous pensez, parce qu'on pense que c'est un des enjeux majeurs du développement de l'industrie en France. Et donc, on souhaite l'accompagner. Oui, juste préciser que donc cette webcast est enregistrée et donc sera disponible en replay. Merci à tous pour votre participation. Merci, bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.